Bonjour, nous sommes le lundi 14 juin 2021 avec un soleil très éclatant comme à l'accoutumée depuis euh, voici presque 2 semaines, de très bon temps avec des températures parfois qui avoisinent les 30 degrés. Il fait très bon, euh, il fait chaud et on voit bien qu'on est pas loin de l'approche des portes de l'été. Donc on a un soleil éclatant, un ciel bleu, azur. Je ne vois pas de nuages encore une fois. Mais en tout cas, c'est vraiment un temps pour sortir et pour profiter voilà, de cette clarté, de ce ciel azur et de cette chaleur apportée par le ciel. En vous rappelant que dans cette journée, en été. Je vous propose un problème. Alors, avant de commencer la lecture de ce problème, je vous ferai remarquer quelque chose de très important. Quand vous voyez, effectivement, c'est un problème ici qui est constitué d'un ensemble, d'un texte. C'est un texte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 15 lignes, environ 15 lignes. Alors, quand vous voyez 15 lignes comme ça, la première des choses, c'est pas de fuir, hein. La difficulté d'un problème n'est pas par rapport à son nombre de lignes, hein, loin de là. Vous pouvez avoir un problème très compliqué avec 2 lignes, hein. Vous avez 2 lignes, le problème est très complexe. Pour avoir un problème de 20 lignes, ben, il faut le tout. Pourquoi ils mettent 20 lignes? C'est parce qu'en fait, c'est phasé, il y a plusieurs étapes. Voilà. Et vous allez le voir, je vais faire l'analyse et décortiquer et vous montrer que dans les 20, dans les 15 lignes, ben, il y a déjà une grosse partie qui sont les questions. Et comme il y a plusieurs questions, ben voilà, il faudra répondre à plusieurs questions. Donc de grâce, quand vous voyez un tel problème, ne fouillez surtout pas, d'autant plus que vous risquez de passer à côté de quelque chose ou perdre des points par rapport à, on va dire, quelque chose qui est peut-être facile. Et ce sera peut-être facile. Vous allez voir le problème. On va le décortiquer, l'analyser et le résoudre. Donc ne fouillez pas, c'est pas parce que vous voyez une grosse tartine que le problème est difficile. Non, le problème est long, un peu plus long. Bah, c'est normal, il est un peu plus long. Mais j'imagine que s'il est long et qu'il y a plusieurs questions, bah, c'est en conséquence par rapport au point, hein. Peut-être qu'un problème comme ça, c'est 10 points. C'est peut-être 6 points. C'est une grosse pondération par rapport aux autres questions. Par exemple, en comparaison avec des questions qui sont voilà, de moins grosse importance. Ici, l'importance y est parce qu'il y a 3 questions. Il y a 3 sous-questions, là, A, B, C, voilà. Alors maintenant, comment analyser ce type de problème? Bon, on considère la balle comme un point matériel et on négligera l'action de l'air. Tant mieux. Bon, déjà, là, les 2 premières lignes, c'est quelque chose qui vient vous aider. C'est même pas quelque chose qui vient vous ennuyer, ça vient vous aider. Parce qu'il vous dit, ben, vous devez même pas prendre en compte l'action de l'air. Donc, il n'y a pas de force résistante. Pourquoi? Parce que on considère la balle comme un point matériel. Ça, vous voyez, les 2 premières lignes, ça y est, elles sont analysées. Pour effectuer un service, un joueur de tennis lance une balle. Bah, quand vous voyez ça, ça veut dire que vous allez faire un joueur de tennis avec une balle. Donc, qui dit balle dit mobile. Mobile, mouvement. On va dire probablement mouvement. Au-dessus du sol, et la frappe avec sa raquette lorsqu'elle atteint le sommet de sa trajectoire situé à 0,40 m plus haut, départ de moins 1,60 m. Alors, départ de moins, je ne sais pas si c'est fort important. Ben, enfin, je verrai bien dans le problème. Elle part alors avec une vitesse V0 horizontale et doit passer au-dessus du filet de hauteur 0,90 m. Voilà. Donc ce qui veut dire que c'est un tennisman ou une tennisman qui frappe, ou une tenniswoman, je m'excuse, une tenniswoman ou un tennisman qui frappe avec une raquette, enfin qui frappe à l'aide d'une raquette sur une balle de tennis. Bon, il y a différentes hauteurs. Là, il y a une vitesse initiale qui est lancée. Voilà, et bien sûr, le but c'est de passer au-dessus du filet parce que quand vous lancez au tennis sur le filet, c'est pas bon, hein. Voilà, c'est pas bon. Vous devez lancer au-dessus du filet et bien sûr rester sur le terrain. La balle doit rester sur le terrain. Sur le terrain adverse, bien sûr. Alors, la distance séparant le joueur du filet est de 12 mètres. Ça, quand on dit 0,90 mètres, ce sont voilà, des distances réglementaires du filet. Hein, le filet est à hauteur de 0,90 mètres par rapport au sol. Donc ça, c'est le filet. Le filet de base, c'est 0,90 mètres. La distance séparant le joueur du filet est de 12 mètres. Bon, il est toujours dans le terrain. Je ne sais pas combien ça fait, ça mesure un terrain de tennis. Enfin, terrain de tennis maximum. Mais en tout cas, là, il est à 12 mètres du filet. Avec Alors, et là vient les questions. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez toute la série de questions.
la série de questions arrive. Donc je fais une séparation. Vous voyez que si tout est collé, c'est normal que ça paraisse tout, je veux dire, bah, ça peut arriver dans des examens, tout est collé, hein. Alors les élèves ont peur et fuient. Une manière de faire fuir les élèves, c'est de tout coller. Le professeur colle tout et puis l'élève il voit bon, un paquet à répondre, mais il n'y a pas un paquet à répondre, il n'y a que ABC. Il voit un paquet à répondre et il fuit. Bah, il se dit oui, je vais faire peut-être plus facile, alors que ça c'est peut-être facile et c'est peut-être avec un coefficient de pondération euh, beaucoup plus grand que les autres. Donc méfiez-vous, faites les bons choix, hein. Faites les bons choix. Je n'ai jamais dit que ce problème était difficile, hein. C'est pas moi qui ai dit ça. Oui, c'est une tartine. Bah oui, il faut la lire, la tartine, hein. Bon, d'office, quand vous avez un problème, la première des choses, c'est de lire l'énoncé. Alors, pour effectuer un service, un joueur de tennis. Alors, je suppose que tennis avec 2 N. Tennis. Lance une balle au-dessus du sol et la frappe avec sa raquette lorsqu'elle atteint le sommet de sa trajectoire situé à 0,40 m, plus haut, départ de main 1,60 m. Elle part alors avec une vitesse V0 horizontale, elle doit passer au-dessus du filet de hauteur 0,90 m. La distance séparant le joueur du filet est de 12 mètres. Bon, la première des choses à voir, c'est que ça concerne des distances et des vitesses. Donc, probablement, on ne parle pas de force dans un premier temps, probablement qu'on est en cinématique. Moi, voilà, je situe déjà le domaine. Le domaine, apparemment, ça serait de la cinématique. On parle de part matériel, on parle de distance, on parle de hauteur, on parle de vitesse. Pour l'instant, c'est simple. C'est simple. Bon, je décortique, je regarde qu'est-ce que j'ai. Alors, petit A, ça c'est une première question. Avec quelle vitesse le joueur lance-t-il la balle verticalement? Bon, ça c'est trouver la vitesse, donc c'est bien un paramètre cinématique vitesse. Petit b, établir dans un repère que l'on définira l'équation de la trajectoire de la balle après choc avec la raquette. Bon, ça c'est très simple, je vous dirai pourquoi c'est simple. Bon, il y a peut-être un système d'équations à faire, mais bon, mais c'est simple. Je vous dirai pourquoi. Parce que là, il s'agit tout bonnement établir un repère qu'on définira l'équation, la trajectoire. Ben, vous aurez compris que taper sur une balle, c'est comme lancer un projectile, hein. C'est pareil. C'est-à-dire que vous aurez une vitesse horizontale et une vitesse verticale. On aura la composition de deux vitesses. Et ces deux vitesses-là vont former ce qu'on appelle une parabole. Voilà, on aura une parabole dont la gravitation va jouer sur, sur l'équation, on va dire, de l'espace. On aura une équation d'espace, fonction des vitesses horizontales verticales qui va donner une parabole. Donc on a ce qu'on appelle un mouvement parabolique. Donc c'est simple comme bonjour. Je peux vous dire, c'est juste une équation de second degré qui sera la trajectoire. Donc vous voyez que tout commence à se mettre en place. Donc il ne faut pas fuir. Je vous avais dit qu'il ne faut pas fuir. C'est pas parce que c'est une tartine qu'il faut fuir. Donc le tout maintenant, la mise en place commence à se faire. Et maintenant je vais lire la troisième question. Quelle doit être la valeur V0 pour que la balle passe 10 cm au-dessus du filet? Quelle est lors de ce passage la direction du vecteur vitesse de la balle? Bon, c'est la direction. Si vous connaissez une trajectoire, vous savez trouver en un point sa tangente. Parce que la vitesse est tangente en tout point de la trajectoire. Donc on sait trouver la tangente. Ce n'est pas un problème. Ça va être fait comme de l'eau de roche. Donc vous voyez que le problème est très simple. Alors maintenant, on prendra G. Donc ne fouillez pas quand vous voyez des tartines, hein. Vous voyez que le problème c'est un problème cinématique. Il n'y a même pas de force là-dedans. C'est pas de la dynamique, c'est la cinématique pure. Et je dirais même que c'est un mouvement parabolique. Alors on prendra G égale 9,80 mètres par seconde. Donc, on a un lieu où la gravitation vaut 9,80 mètres par seconde carré. Eh bien, on va tenter de résoudre ce problème-là. Alors, je disais que le départ de main, je ne sais pas s'il est fort important. Bon, on va mettre ça en place.
Donc, il y a trois phases à traiter, hein. Trois sous-questions. Donc, c'est ces trois étapes. C'est trois ce que vous voulez, subdivision. On va traiter le problème en trois parties. A, B, C. Bon, eh bien, je vais relire maintenant. Maintenant, je vais mettre les choses, une mise en place, parce que la première des choses qu'on fait dans les problèmes, ce sont des mises en place, c'est pas des calculs directs, hein. Celui qui veut calcul direct, c'est son problème. Mais généralement, les problèmes demandent une analyse sérieuse avant de commencer à mettre des équations. Parce que des équations, je peux en taper comme je veux ici, c'est pas un problème. Ouais, je peux mettre les équations de la parabole, je peux mettre tout ce que je veux ici, mais c'est pas ça. Ici, il faut décortiquer un petit peu. On considère la balle comme un point matériel et on négligera l'action de l'air. Bon, je vais d'abord traiter ceci par explication parce que ça, un examen, vous ne devez pas en tenir compte. Ça veut dire que vous n'aurez pas de force résistante, mais c'est simplement pour vous dire que ceci, je vais quand même l'expliquer. Je vais donner une petite explication là-dessus. Alors, par définition, un point matériel ou masse ponctuelle, c'est une masse ponctuelle, ou masse ponctuelle, un système mécanique est d'un système mécanique, enfin, c'est un système mécanique qu'il est possible de modéliser par un point géométrique M, auquel est associée sa masse. C'est-à-dire que, si vous voulez, un point matériel, ben, c'est un système mécanique pour lequel on a associé cette masse à un point. Et ce point a une masse M. Voilà, donc on a une masse, on a un point, grand M. Donc, si vous voulez, la balle va être considérée comme un point matériel. La balle de tennis, je parle de la balle de tennis, sera considérée comme un point. Il s'agit souvent d'un système dont les dimensions sont petites devant les distances caractéristiques du mouvement étudié. Bon, on a 12 mètres, la balle elle fait je ne sais pas combien de centimètres. C'est tout petit par rapport aux distances. Voilà. Donc on va considérer que la balle est un point matériel. Parce que la balle est tout petite par rapport à son environnement. D'études, bien sûr. L'environnement d'études, c'est le terrain de tennis hein, que je vais mettre en place. Alors, distance parcourue. Il s'agit souvent d'un système dont les dimensions sont petites devant les distances caractéristiques du mouvement étudié, distance parcourue, rayon d'une orbite, mais cette condition n'est ni nécessaire ni facile à considérer comme suffisante. Donc voilà, elle n'est pas nécessaire ni suffisante au niveau des distances parcourues, des rayons d'une orbite, etc. Ben, voilà, voilà, on peut considérer, mais c'est pas systématique. Bon, pour un objet volumineux, solide, sans déformation, en translation et sans rotation, tous les points ont le même déplacement. Dès qu'on connaît la forme de l'objet, l'étude du mouvement d'un de ces points, quelconque, suffit à une description complète, quelle que soit la taille de l'objet, par rapport aux caractéristiques de son mouvement. Bien sûr, ça veut dire que si vous avez un système, bon, ça nécessite quand même, c'est un système indéformable, hein. Il vous parle d'un système indéformable. Si on a un système indéformable, ça veut dire que si on tire un point, mais il n'y a pas de déformation par rapport aux autres points du corps, voilà, ça c'est un corps qui constituerait différents points. Si je tire un point, n'importe lequel, ben, ce point-là va garder toutes ces distances, toutes les distances seront constantes par rapport à ce point-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de déformation des autres points. Et s'il n'y a pas eu de déformation, ben, je peux étudier un point parmi l'ensemble des points, donc j'étudierai un point matériel. Voilà, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Donc, pour un objet volumineux solide, sans déformation, donc indéformable, en translation, donc il ne peut pas avoir de rotation, hein, bien sûr. Tous les points ont le même déplacement, c'est normal parce que le corps est considéré comme indéformable. Si vous prenez un point vis-à-vis d'autres points, ben, les distances sont constantes, donc il n'y a pas de déformation. Donc voilà, ben ça, bien sûr, il faut que ce soit en translation. Et donc on connaît la forme de l'objet, l'étude du mouvement d'un de ces points, quelconque suffit. Voilà, l'étude d'un de ces points qui suffit. Donc on peut l'utiliser en tant que point indéformable, quelle que soit la taille de l'objet par rapport aux caractéristiques de son mouvement. Alors une boule qui roule, cette fois-ci c'est une boule qui roule sur un plan incliné, possède de l'énergie cinétique associée à la translation globale qu'on peut attribuer à son centre et de l'énergie cinétique de rotation par rapport à son centre. Si on diminue la taille de la boule, la proportion de l'énergie cinétique de rotation reste la même, donc n'est jamais négligeable. Le rayon de la boule fait partie des dimensions caractéristiques de son mouvement. Voilà.
Donc ici, tout est pris par rapport au centre de la boule. Pour certaines raisons qui vous disent ici. Hein. Donc, sur un plan incliné, possède de l'énergie cinétique associée à la translation globale. On peut attribuer à son centre et de l'énergie cinétique de rotation par rapport à son centre. Tout est lié à son centre, donc on a un point matériel qui serait le centre. Et ici, ils vous disent qu'en pratique, il faut un système sans déformation, donc indéformable, nommé solide, nommé solide. Ouais, la notion du point matériel est en quelque sorte le pendant de celle de charge ponctuelle en électromagnétisme. Oh non, en électrostatique. Charge ponctuelle, c'est en électrostatique. Bon, c'est le pendant, on retrouve un peu la même chose d'études de charge ponctuelle. On considère une charge ponctuelle quelque chose de très petit. Très petit, c'est bon. Une charge unitaire est dite ponctuelle par rapport à une charge qui serait plus grande que la charge unitaire. Ben voilà, elle ne serait pas ponctuelle. Quand on a un ensemble de charges, ben, elle ne serait pas ponctuelle. Voilà, il faut considérer une charge ponctuelle, par exemple une charge unitaire. La représentation mathématique d'un système mécanique est importante en mécanique et en physique en général. Cette représentation sera plus ou moins complexe suivant le niveau de détail du modèle et les phénomènes que l'on recherche à modéliser. Voilà, c'est par rapport à une modélisation. Hein. Le modèle du point matériel est le plus simple que l'on puisse envisager pour un système mécanique. Aucune information sur la géométrie du système réel, la répartition de la matière des masses en son sein, etc. n'est conservée. La seule grandeur physique caractéristique du système est sa masse. Donc on prend en compte que sa masse. Et donc ça simplifie le tout. Ben, le modèle sera l'étude d'un point matériel. On étudiera un point matériel. Ben, la seule caractéristique qu'on aura à prendre en compte pour le point matériel, c'est sa masse et rien d'autre. Rien d'autre. Donc ça simplifie, si vous voulez, la modélisation. Mais on ne peut pas faire ça n'importe comme on veut. Ils vous l'ont dit au départ, bon, c'est pas une condition ni nécessaire ni considérée comme suffisante d'avoir certains aspects qui amèneront à vouloir faire en sorte qu'on ait un point matériel. Bon, on ne peut pas faire ce qu'on veut non plus. Généralement, quand on fera de la mécanique ou de la physique, ils vous diront quelles sont les hypothèses à prendre pour avoir, voilà, pour considérer qu'on ait un point matériel. Bon, on ne peut pas faire ça systématiquement. Hein. Je ne veux pas prendre un objet et dire que c'est un point matériel. Voilà, parce que bon, un objet va dépendre de beaucoup de paramètres. Il y aura des caractéristiques à prendre en compte dans l'objet. Voilà. Mais maintenant, si vous voulez étudier, si vous faites des hypothèses et que vous pourrez ramener le solide à un point matériel, à ce moment-là, ben, il n'y aura qu'une seule caractéristique du point matériel. Tout d'abord, ce sera un point. Il sera considéré comme un point. Et en plus de ça, il y aura la seule caractéristique sera sa masse et rien d'autre. Mais pour ça, ça demande des hypothèses. Hein. Des hypothèses simplificatrices pour ramener le modèle à ce qu'on appelle un point matériel. Voilà, ceci étant dit, c'est un petit peu ça le point matériel. Voilà, on a notre point ici, notre balle. Ça, c'est la balle. On a la balle de tennis. On a une tenniswoman. On a la balle. Le terrain de tennis. Le filet. Voilà. Alors, le tout, c'est de lancer, je vous ai dit, la balle. L'objectif, c'est de lancer la balle au-dessus du filet, mais qui retombe, bien sûr, sur la surface adverse. On a une surface délimitée. Hein. Une surface délimitée, elle doit tomber. Et la prochaine personne doit renvoyer le ballon de l'autre, la balle de l'autre côté, la balle de tennis. C'est une balle de tennis. Bon, ça c'est un petit peu l'aspect que tout le monde connaît. Je ne fais représenter que voilà, l'environnement. L'environnement est donc le système d'études. Donc le système d'études, ben, c'est le terrain de tennis et bien sûr la raquette tenue par la tenniswoman
qui va frapper la balle. Et donc, cette balle, bien sûr, vous aurez compris qu'elle va faire une trajectoire qui va dépendre bon, de l'effet de la gravitation sur Terre. C'est-à-dire que la balle va faire ceci, elle va aller au-dessus elle va faire ce qu'on appelle un mouvement parabolique. Alors, maintenant, si elle tombe en dehors du terrain, ben, là, c'est les règles de jeu qui vont dire que ce n'est pas bon. Mais si ça tombe, si la balle tombe sur le terrain, ben, c'est valable. Voilà. Donc, on a à prendre on doit prendre la gravitation G. Alors, et là, ils vous ont dit que la gravitation, c'était 9,80 mètres par seconde carré. Alors maintenant, je mets en place les choses. Pour effectuer un service, un joueur de tennis lance une balle au-dessus du sol. Et la frappe avec sa raquette lorsqu'elle atteint le sommet de sa trajectoire située à 1,40 m, plus haut, départ de main 1,60 m. Elle part alors avec une vitesse V0 horizontale. Donc il y a une vitesse V0 horizontale. Il doit passer au-dessus du filet. Donc, ouais. Donc maintenant, je vais mettre le problème. Hein. Le système, je vais le réduire. On a le filet. Je rappelle que ce filet est à une distance de 1,90 m. 0, je m'excuse. C'est 90 cm. Je vais travailler, bien sûr, dans les unités, tout est en mètres. Hein. Je travaille dans le système MKSA, tout sera en mètres. Bien sûr, là, on a 1,60 m. 1,60 m, et puis, bien sûr, la raquette vient frapper. Mais, bon, je vais essayer de... « 1,60 m plus haut, 1,60 m plus haut, ben là, on va attendre, c'est 40 cm. À 40 cm, on a V0, qui est horizontal. 40 cm au-dessus de 1,60 m, ouais, donc ce qui fait 0,4 m. Hein. 40 cm, c'est 0,4 m. Voilà, la main frappe ici. Hein. En gros, c'est ça. La balle est frappée ici, environ là. Non, 40. Donc elle est levée, si vous voulez, elle est levée la balle. Pour effectuer un service, un joueur de tennis lance une balle au-dessus du sol et la frappe avec sa raquette lorsqu'elle atteint le sommet de sa trajectoire située à 0,40 m plus haut, départ de main 1,60 m. Voilà. Donc je vais modifier ça. Il la tape ici. Donc il lance la balle avec la main. Il lance la balle vers le haut et il frappe ici. La frappe, elle se fait là.
Et là, donc avec la main droite, il lance la balle. Et avec la main gauche, il frappe avec la raquette. Voilà. Donc départ de main, c'est 1,60 m, 1,60 m plus haut. 0,4 m plus haut, il frappe. Et là, la vitesse est horizontale. Voilà. Alors, le filet. Le filet, on sait qu'il a à 90 cm, ce qui fait 0,9 m. Voilà. Plus haut, départ de main 1,60 m, elle part alors avec une vitesse V0 horizontale et doit passer au-dessus du filet de hauteur 0,90 m. C'est le but, de lancer au-dessus du filet. La distance séparant le joueur du filet est de 12 mètres. Voilà, ça c'est encore une donnée supplémentaire. Et voilà, et ça c'est toutes des données. Donc vous voyez que le problème s'est réduit à ça maintenant. Là on a 12 mètres. Maintenant on va répondre aux questions. On a tout ce qu'il faut. Avec quelle vitesse le joueur lance-t-il la balle verticalement? Donc il me faut le V0. Lance-t-il verticalement? Non, ça c'est la vitesse verticale. Voilà, c'est la vitesse verticale. Il y a une vitesse, si vous voulez, il y a une composante de vitesse horizontale et une verticale. La vitesse V0, c'est la vitesse horizontale. Vitesse horizontale. Et là, j'ai besoin de la vitesse verticale. Il va monter la balle vers le haut et puis il tape avec une, voilà, horizontalement. Il monte verticalement et tape horizontalement. Donc, si vous voulez, il fait un mouvement comme ceci. Vitesse verticale et tape avec une vitesse horizontale. Donc, vous aurez compris que ça va faire ça. Donc, bien sûr, il y a la gravitation qui va agir de 9,80. Voilà. Donc, on a une vitesse horizontale, une vitesse verticale. Alors, déjà, il faut chercher que vaut cette vitesse verticale. Alors, je vais lire les autres questions aussi, parce que, bon, donc, avec quelle vitesse le joueur lance-t-il la balle verticalement? Bon, on va essayer de trouver ça. Établir dans un repère que l'on définira l'équation de la trajectoire de la balle après choc avec la raquette. Donc, ça, c'est l'équation de la trajectoire. Il faudra l'équation, ici, c'est du second degré, hein, équation là, trajectoire, c'est la question 2. Donc, dans un premier temps, il faut chercher le V vertical, ensuite l'équation de la trajectoire, et en finalité, qu'est-ce qu'il faut faire après choc avec la raquette? Donc, quelle doit être la valeur V0 pour que la balle passe 10 cm au-dessus du filet? Quelle est alors, lors de ce passage, la direction du vecteur vitesse? Donc, lors du passage, c'est-à-dire au filet, et la balle doit être 10 cm au-dessus du filet, donc elle passe au-dessus. Voilà, donc là, on est à 10, la balle doit passer à 10 cm au-dessus du filet, et il vous demande, quand elle passe au-dessus de 10 cm, quel est le vecteur, quelle est alors, lors de ce passage, la direction du vecteur vitesse de la balle. Donc c'est la tangente, je vais chercher la tangente. Là, c'est la direction du vecteur vitesse en ce point. Bon, alors, vous voyez que là, je vais chercher la vitesse verticale. Là, je trouve l'équation de la trajectoire. Et là, je vais trouver, bon, au point considéré, euh, au point considéré, ben, en fait, tout est relié par rapport à un repère que je vais mettre ici.
Mon repère, je vais le mettre ici pour faciliter ma tâche. Je vais mettre le repère ici. Voilà. Ça, c'est le Y. Et le X, il est là. Donc j'ai XY. Je vais mettre le X. Y. De cette façon-là, là, j'aurai le 0, 0. Et là, je serai à 12 mètres. Donc ce sera X égale 12. X égale 12. Et là, bien sûr, ce sera Y égale 1. 1 parce que c'est 0,9 plus 0,10 parce que je mets en mètres, ce qui fait 1 mètre. Je serai à... Donc c'est à coordonnées 12,1 si vous voulez. Donc en 12,1, connaissant l'équation de la trajectoire, je sais trouver la tangente. La tangente. Donc j'ai tout. Pour fonctionner, j'ai tout. J'ai tout pour fonctionner. Bon, ben, on va essayer de trouver d'abord la vitesse verticale. Vitesse verticale, je vais considérer un autre paire qui n'est pas forcément le même que celui-là. Je prends un repère ici. Parce qu'il va commencer à lancer à partir de là. Je prends un repère qui fait 0, 0 ici. Sur un X' et Y'. Bon. Bon, pour trouver la vitesse verticale, je peux le faire avec les énergies. Hein. Parce que ben, il va lancer une balle vers le haut. C'est conservation de l'énergie mécanique. C'est-à-dire que il va lancer une certaine hauteur. La hauteur, elle est connue parce que c'est 0,4 mètres. Il faut chercher la vitesse. Donc, connaissant une hauteur et rechercher une vitesse, c'est les énergies potentielles. Les énergies mécaniques. Alors, ça, on va faire ça tout de suite. Ouais, parce qu'il lance, peu importe tout ce qu'il est. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que dans l'énoncé, 1,60 m n'est pas important. Hein. 1,60 m, même s'il lance à 2 mètres, pour trouver V vertical, qu'il le lance à 2 mètres ou 3 mètres, peu importe, c'est la distance 0,40 qui importe. Je vous l'avais dit en entrée de jeu. Eh bien, donc c'est très, très simple de trouver ça, puisqu'en fait, il va lancer... Ce qui nous importe, c'est pas le 1,60 m, on s'en fout du 1,60 m. Quitte à ce qu'il lancerait même à 1,80 m, ce qui importe l'énergie qu'il va avoir, pris en compte, la balle aura une énergie il le lance à 40 cm. C'est surtout ça qu'il va faire. Une énergie potentielle connue. L'énergie potentielle est connue. Et c'est cette énergie potentielle qui va être transformée en énergie cinétique. Donc 0,40, 0,4 mètres, eh bien c'est une transformation d'énergie potentielle mécanique en énergie cinétique. C'est-à-dire que j'aurai mg variation de hauteur. La variation de hauteur, c'est delta h qui va partir à partir du repère ici qui est 0, 0. C'est un nouveau repère qui est x'. Là on a x', bien sûr, et là y'. Et bien sûr est égal à 1 demi la m v carré. Et c'est indépendant de la masse. Indépendant de la masse. On s'en fout de la masse. C'est pas ça. Donc la vitesse est égale à racine carrée de 2g delta h. Voilà. Et en ceci, ça c'est la vitesse verticale. C'est la vitesse verticale. Donc la vitesse verticale est égale à 2 fois 9,80, parce que dans l'énoncé il disait de prendre 9,80 fois 0,4. Je calcule ceci, que je vais chercher ma machine, je ne sais pas ce qu'elle est. Deux fois 9,80 fois 0,4, 7,84 racine carrée. Voilà.
2,8 mètres par seconde. Donc une vitesse de 2,8 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse verticale. Donc, la première question, elle est trouvée. À quelle vitesse le joueur lance la balle verticalement? La vitesse verticale est égale à 2,8 mètres par seconde. 2,8 mètres par seconde. Ce qui fait en kilomètres heure, fois 3,6. Voilà, environ 10 km heure. Il doit la lancer environ 10 km heure. Alors maintenant, la question A a été faite. Je vais recommencer mon calcul, si jamais je me suis trompé. 2 fois 9,80 fois 0,4, c'est bien 40 cm. Bien, racine carrée. Oui, c'est bien 2,8 mètres par seconde, c'est juste. Alors maintenant, établir dans un repère que l'on définira l'équation de la trajectoire de la balle après choc avec la raquette. Eh bien, mon repère, je l'ai déjà mis. Hein. Bon, voilà, mon repère, c'est un second repère. Voilà, c'est X, Y, en orange. C'est X, Y. Vous voyez que le 1,60 m importait peu. Il importait peu. Bon, maintenant, ici, on va calculer donc l'équation de la trajectoire. Alors, bien sûr, c'est une équation, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est une équation... c'est une équation de trajectoire, donc c'est une équation d'espace. L'équation de l'espace. Bien sûr, en fonction du temps, en fonction de la gravitation, et en fonction, bien sûr, de l'espace initial. Alors maintenant, le 1,60 m, il est important. Alors qu'il ne l'était pas pour calculer, voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, la vitesse verticale. Maintenant, bien sûr, vous comprendrez que si vous lancez 1,60 m, la trajectoire ne sera pas la même que si vous lancez à 2 mètres. Donc, pour l'équation de la trajectoire, là, c'est important. Le 1,60 m est important. Alors maintenant, je vais faire les équations paramétriques du mouvement. Eh bien, on a un mouvement parabolique, tout bonnement. Un mouvement parabolique qui est décrite suivant des équations paramétriques. Alors, les équations paramétriques, bon, elles sont simples. Hein, bon. En X, on a un MRU. En X, on a un MRU. Donc, les équations suivant les abscisses données par un MRU, c'est bien sûr V0T. Les équations données par Y, là c'est un MRUA. Donc là il n'y a pas d'accélération, mais il y en a une sur Y. Sur Y on a de l'accélération parce que ça va dépendre de voilà, Y0 plus V0T plus AT carré sur 2. Voilà, c'est les équations de la cinématique pour un mouvement en MRUA. Donc le X est en MRU et le Y est en MRUA. Mais maintenant, l'accélération est connue parce que c'est l'accélération, si vous voulez, de la pesanteur, qui est G, Voilà.
Et bien sûr, la vitesse initiale n'est pas la même. Elle n'est pas la même que celle lancée en X. Elle est lancée avec une vitesse initiale V0 horizontale. La vitesse, la vitesse horizontale, c'est V0 si vous voulez. La vitesse initiale avec laquelle on va frapper la raquette est frappée avec une vitesse horizontale. La vitesse horizontale, c'est V0. C'est-à-dire que là, on n'a pas de V0 en vertical. On n'a pas de V0 en vertical. Donc on a ceci qui tombe. Et l'accélération, bien sûr, j'ai pris mon repère comme ceci, XY. Et l'accélération de la pesanteur est dans ce sens-là. Donc le mouvement va être contré par l'accélération. Donc on aura, si vous voulez, un effet antagoniste qui va donner un moins. Et voilà les équations paramétriques de la, si vous voulez, de la trajectoire. Alors, est-ce que j'ai l'équation de la trajectoire? L'équation parabolique de la trajectoire? Presque, parce que là, c'est les équations paramétriques. Il faudrait que je le mette en cartésien. Je vais le faire tout de suite. Équation cartésienne. Ben, à ce moment, il faut résoudre l'équation. Hein. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Je fais une substitution, j'ai deux équations. J'ai la 1 et la 2, et j'essaie d'avoir une expression qui sera y fonction de x. Y fonction de x. Alors pour ça, je vais extraire du 1 le temps, parce que entre-temps, on a bien sûr les équations paramétriques, c'est x de t. Hein. C'est x fonction d'un paramètre qui est le temps. Ah, y est fonction d'un paramètre qui est le temps. Et donc, le but de la manœuvre ici, pour avoir x en fonction, y en fonction de x, ben, il faut éliminer le paramètre, c'est-à-dire le temps. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je sors le temps ici qui vaut x sur v0, que je vais remplacer là-dedans. Il suffit d'éliminer le paramètre. Bon, je ne fais que des choses normales. Hein. Bon, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Et c'est toujours comme ça qu'on fait pour avoir les équations cartésiennes. Donc, n'allez pas voir des difficultés là-dessus. Si c'est la première fois que vous le voyez, c'est normal que ça vous paraît un petit peu étrange. Mais c'est toujours comme ça qu'on fait. Il n'y a pas à réfléchir, c'est toujours la même chose. Ça devient systématique, on va dire. Pour ne pas dire mécanique, mais ici je suis en mécanique, donc pour éviter de faire un amalgame avec le mot mécanique, ben, je dirais plutôt systématique. Alors le t, il vaut x sur v0. Voilà, ça c'est le temps que je vais remplacer dans y égale y0 moins gt, c'est x. Bien sûr, le 1 demi, c'est g demi, x sur v0 au carré. Voilà. Et là, j'ai l'équation du second degré. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il y a combien de variables là? Ben, il n'y en a que deux. C'est x et y. Y est fonction de x. Alors, le v0, c'est une constante. Hein. Il frappe avec la raquette. Bon, c'est une constante. Donc, et y0 est une constante aussi. Alors, je rappelle que y0, c'est le 1,60 m. Il fera... Voilà. Oui. Ah. Le y0, ben, c'est 2 mètres. Vitesse verticale. Oui, c'est 1,60 m plus 40. La balle est lancée à partir voilà, il frappe la balle à 40 cm, hein, ici. 40 cm au-dessus du mètre 60. Voilà, donc le Y0, c'est 2 mètres.
il tape la balle, donc il y a 1,60 m. Ça c'est 1,60 m. Là, 1,60 m. Et il tape la balle à ce niveau-là. Quand elle est à 40 cm, là, il frappe la balle. Donc ça veut dire que le mouvement va partir à partir de 2 mètres. Et pas de 1,60 m. Normalement, c'est ça. Hein. Je vais voir dans l'énoncé. Pour effectuer un service, un joueur de tennis lance une balle au-dessus du sol et la frappe avec sa raquette lorsqu'elle atteint le sommet de sa trajectoire située à 0. Voilà, il frappe à 0, à 40 cm plus haut du départ de main. Donc c'est à 2 mètres. Le Y0, c'est 2 mètres. Le Y0, c'est 2 mètres. Donc on aura 2 moins G sur 2 X carré sur V0 carré. Bon, je vais noter ici que Y0. Et maintenant, je peux trouver... voilà, je peux trouver... bon, ça c'est l'équation. Hein, c'est l'équation... C'est l'équation cartésienne. L'équation cartésienne du mouvement. Donc, du mouvement, donc de l'espace Y en fonction de X. Équation voilà, ça c'est l'équation, l'équation du mouvement. 2 moins G demi V0 carré X carré. C'est la question numéro 2. C'est la question numéro B. Établir dans un repère que l'on différent l'équation de la trajectoire de la balle après choc avec la raquette qui est à 2 mètres. 1,60 m plus 40, ça fait 2 mètres. Elle commence en 2 mètres. Quelle doit être la valeur de V0 pour que la balle passe 10 cm au-dessus du filet et quelle est lors de ce passage, la direction du vecteur vitesse de la balle, on prendra V égale 9,80 m par seconde carré. Eh bien, on a tout. Hein. Bon, on a les équations. Il suffit d'aller rechercher dans... voilà. Là, on a 1 mètre. Elle doit passer à 1 mètre. À 1 mètre, mais en X égale 12. Voilà. X et Y doit valoir 1. La balle doit aller ici. On doit chercher sa tangente, le vecteur tangent. Bien, en 12,1. Alors 12,1, je vais chercher l'équation. Je vais chercher les équations paramétriques, c'est plus facile. 12,1. Alors x vaut 12 mètres. Égale, bien sûr, V0 que je n'ai pas encore déterminé, hein, la vitesse V initiale horizontale. V0, alors 1 mètre, 1 mètre bien sûr, moins G demi X carré sur V0 carré. Oui, mais là, non, ici je vais le faire en fonction du temps, bien sûr, parce que c'est les équations paramétriques. Je m'excuse. Donc je vais remettre GT carré sur 2, donc c'est moins
gt carré. Je m'excuse parce que bon, sinon j'aurais... Voilà. Alors maintenant, je vais éliminer le t pour calculer le V0 si vous voulez. Je trouverai le V0. On a deux équations à deux inconnus, V0 et t. T, je peux l'éliminer. Le temps ne m'intéresse pas, il n'est pas demandé, sinon je peux le rechercher aussi. Je pourrais trouver V0 et puis le temps. Mais ici, c'est pas ce que je vais faire, je vais juste chercher le V0. Voilà, donc ce qui fait... on aura 1 moins 2 égale moins 9,8 sur 2 t carré. Le t, il vaut 12 sur V0. Bien, 12 au carré sur V0 carré, bien sûr. Voilà. Alors, 1 moins 2, fait moins 1, fois 2, ça fait moins 2, divisé par 9, moins 9,8, égale à 144 sur V0 carré. Donc, on aura V0 carré est égal à 9,8 sur 2. Faut pas que je me trompe. Bon, si je retourne, ça fait V0 carré 2V0 carré 2V0 carré 9,8 fois 144. Voilà, et je prends la racine carrée et voilà, je trouve le V0. Je vais calculer ça. 9,8 sur 2, c'est 4,9 fois voilà, racine carrée. Voilà, c'est 26,56 mètres par seconde. 26,56 mètres par seconde, ce qui fait en km/h 3,6 95,62 km/h. Alors maintenant, je vais calculer donc la direction du vecteur vitesse. Et la direction du vecteur vitesse, comme il est demandé dans l'énoncé, quelle doit être la valeur de V0 pour que la balle passe 10 cm au-dessus du filet? Quelle est alors, lors de ce passage, la direction du vecteur vitesse de la balle? Bon, je vais calculer le vecteur vitesse. C'est simplement, bien sûr, je vous ai dit la tangente. La tangente, il faut aller chercher juste la dérivée de la fonction au point 12,1. Et alors, la fonction, elle est, normalement, je l'avais...
je l'avais tout à l'heure, c'est l'équation cartésienne. Je peux aller chercher l'équation cartésienne. Je ne l'ai pas indiqué, elle est là. L'équation cartésienne est là. Donc c'est y égale donc je vais calculer dy sur dx. Au point, bien sûr, 12,1. Parce que c'est la tangente en 12,1 qu'il me faut. Alors, je vais calculer y' ou dy sur dx, si vous voulez. Bon, j'ai plus facile d'écrire y'. Je vais calculer ça, la dérivée de ceci. Bien sûr, au point, x égale 12, y égale 1. Bon, ça c'est une constante, ça tombe, ça fait 0. Il va rester 2g demi 1 sur v0 carré, tout ça c'est des constantes. La dérivée de x carré, ça fait x. Voilà. Y égale ceci. Bien sûr, il y a le moins. Attention que ça c'est y'. Hein. Je vais mettre pour x égale 12, donc ce sera moins g sur v0 carré fois x vaut 12. Voilà. Là, j'ai y'. Donc ce qui fait moins 9,80. Alors j'ai toujours le 95, 96. Non, je dois diviser par 3,6. Ça c'est en km/h. 26, 56, 31, 32, 35. Que je mets au carré. J'en prends son inverse. Je multiplie par 9,8. Je multiplie par 12. J'ai une j'ai moins 0,6666. Moins 0,6666. 3 petits points. Donc en fait, ça veut dire que la balle est en train de descendre. Hein, au niveau de sa tangente, elle subit une descente. Elle est en pleine descente. Alors je vais aller chercher son angle. Shift, tangente. Voilà, ça qui fait 9,46. Une pente de 9,46 degrés de pente. Bien sûr, négatif. J'ai juste fait arctangent de moins 0,6666. Bon, vous aurez pu le faire en faisant VY sur VX. VY sur VX va donner tangente θ. Vous faites ça, le rapport VY sur VX, et vous aurez tangente θ. Vous allez toujours retrouver moins G sur V0 carré X. Hein. Voilà, c'est une deuxième manière de faire, c'est de faire VY sur VX.
Alors maintenant, je vais regarder si je peux tracer ça sur GeoGebra. Équation cartésienne. Y égale x carré. « 26,56. Je me suis arrêté à 2 décimales, je vous le dis tout de suite. 26,56. 26,56. Alors, Y0, c'est 2. Y0 commence en 2. 2 moins G, c'est 4,8. Divisé par 2. Fois 1 sur 26,56, je crois. 26,56. Voilà. Là, vous voyez qu'il passe par 2 mètres. C'est juste. Bien sûr, l'équation, elle est valable à partir de 0. Hein. Alors, ça voudrait dire que je devrais bannir la partie gauche. Et bien sûr, les parties en dessous, parce qu'elles ne passent pas en dessous du sol. Il faudrait prendre en compte uniquement voilà, ceci. Donc on aurait un point, si vous voulez, ce point-là, il est lancé, il est à 2 mètres. Vous voyez qu'il est à 2 mètres. Et il va retomber, je ne sais pas combien ça fait, voilà, il va retomber. Là, c'est pas possible. Il passe bien en 2. Par contre, il y a un petit problème. Oui, c'est au carré. C'est au carré parce que je peux pas avoir 4 mètres. On doit voir apparaître les 12 mètres. Hein. Là, c'est parce que j'ai oublié le carré. Voilà, c'est déjà mieux. Voilà, maintenant il dépasse les 12 mètres. Voilà. Et voilà ce qu'il va. Il va tomber à 24 mètres plus loin. 24 mètres plus loin. Donc ce qui m'intéresse dans le graphique, c'est bien sûr quand il arrive début et fin. En gros, c'est un petit peu ça. Je vais juste ramener. Voilà. Voilà, en gros, c'est ça. Point A, point B. Bon, il est tapé en 0. Il arrive à 24 mètres plus loin. Et je vais chercher la coordonnée en 12. C'est pas 12 ça.
Oui, il y a une petite erreur en cours. C'est 9,8. Ah voilà, là maintenant je suis bien en 1. C'est parfait. Je vais placer. Maintenant c'est bon. Je passe bien. Je vais enlever ça. Je vais placer exactement en 12,1. Ah, il est bien sur la parabole. Tout est bon, hein. Tout est bon. Et alors, je vais aller chercher juste... Là, il tombe pas 24 mètres. Hein, je sais pas, le point B, il est en 6,97. Il est en 6,97. Il suffit que je résolve l'équation du second degré. Je fais égal 0. Je recherche ces zéros. Hein, je vais chercher le delta, etc. Bon, il ne demande pas ça ici. Ah. En tout cas, le filet... Voilà, ça c'est le filet. Et alors, on voit bien qu'il passe, la balle passe au-dessus du filet. Je vais faire un zoom. Voilà, il passe juste 10 cm au-dessus du filet. Voilà, et maintenant je peux faire... Bon, je suis un peu en train de faire de n'importe quoi, je m'excuse. Hein. Bon, je vais chercher une tangente en ce point, à la courbe là. J'ai la tangente. « 0,9. Je sais pas qu'est-ce qu'il me fait. Bon, je vais faire un zoom.
Il m'a pas tracé la tangente. On va la recommencer. Tangente. Je sais pas ce que là c'est tangente. Tangente ici. Au point C12,1. Ouais, il l'a fait, il l'a fait. Je vois la tangente. Apparemment, il a tracé une droite. Oui, c'est ça, il l'a dessiné. C'est ça. Ça, c'est la tangente. Pour laquelle est la bonne. Je vais recommencer parce que... Tangente par rapport au point 12,1. C'est de la courbe. Voilà, j'ai la tangente. Cette fois-ci, j'ai la tangente. Je sais pas pourquoi ils m'en mettent deux. Ils mettent deux tangentes. Je sais pas pourquoi. Et apparemment, il y a deux points là. C'est qu'il y aurait deux points. CD. Je ne sais pas pourquoi ils me mettent deux tangentes. Je sais pas. Ils me mettent deux tangentes. Enfin, bref. Moins 0,16. La pente, elle vaut moins 0,16. Oui, c'est ça. Moins 0,16. Hein. C'est juste. Moins 0,666. C'est juste. Voilà. Moins 9,09. Moins 9,09 degrés. Ici, j'ai moins 9,46. Je sais pas pourquoi ça se fait que... Ouais, c'est parce que j'ai moins 6,666 derrière. Que là-bas, j'ai que moins 0,16. C'est pour ça. Mais voilà, donc tout est bon. Hein. Donc, on a vecteur vitesse. Ben, il est tangent à la courbe en tout point de la parabole. Donc, je vais chercher la tangente pour avoir la courbe. Donc 1,60 m plus 40, il est bien tapé de 2 mètres. Il est bien tapé à 2 mètres.
2 mètres de hauteur. Il va retomber à environ 17 mètres. Donc c'est-à-dire, le joueur est à 12 mètres du filet, il va retomber à 5 mètres après le filet, tout en passant 10 cm à l'approche du filet. Je vous remercie.